Jafar Cherif Wissem, vous êtes également doctorante en neuropsychologie. Vous travaillez donc au CHU de Bab el-Oued. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. La neuropsychologie qui est votre spécialité, docteur Jafar. Je dis docteur, vous êtes en cours pour le devenir. C'est pour comprendre, comme disait à l'instant Oukrouch, pour comprendre donc le comportement de l'enfant autiste, parce que c'est une question qui revient souvent dans la bouche des parents. Oui, c'est une question parce qu'ils sont devant une situation qu'ils n'ont pas l'habitude de la vivre. Et c'est un comportement où l'intensité de ce comportement, elle est différente selon les situations. Je vais vous donner un simple exemple pour simplifier aux téléspectateurs. Donc, par exemple, une maman qui rentre avec son fils dans une grande surface. Il commence à s'agiter, il peut se mettre par terre, il peut commencer à crier. Donc, elle essaye de le gérer. Mais avant d'essayer de le gérer, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. En fin de compte, à travers les neurosciences, à travers les recherches et les techniques d'imagerie fonctionnelle, on arrive à comprendre exactement que c'est un problème sensoriel. Donc le traitement sensoriel, il ne se fait pas comme les autres enfants. Parce que ces enfants ont une hypersensibilité sensorielle. Il y a une hypersensibilité ou une hyposensibilité. Donc ils traitent vraiment et la lumière différemment, et les bruits différemment. D'ailleurs, il y a certaines grandes surfaces qui font 1 heure pour TSA. Donc c'est 1 heure où ils baissent les lumières et il n'y a pas de son et pratiquement c'est conservé au TSA. Donc ce genre de comportement, en avant on le prenait, on le classait dans la catégorie des troubles de comportement, mais sans comprendre quelle est la chose qui pousse l'enfant à faire tel ou tel comportement qui est, on peut dire pour le début, un comportement bizarre. Mais par la suite... Bizarre pour la norme, il faut dire, parce que quand même, ce sont des enfants différents et peut-être en commençant déjà à comprendre qu'ils sont différents, on pourra comprendre leur comportement. Mais là, parce qu'on essaye un peu de normaliser nos enfants, si je peux dire. Chez les TSA, il faut d'abord comprendre un point. Bon, l'autisme reste méconnu encore. Les recherches sont là, les efforts ils sont là, mais sur l'échelle internationale, il n'y a pas une cause. Donc, ce n'est pas 1 + 1 est égal. Donc, on sait que c'est encore des recherches en cours, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est un cerveau qui est différent. C'est tout. Donc, ce qui complique peut-être les choses aussi, c'est qu'on dit qu'il y a presque autant d'autistes que d'autisme. C'est-à-dire, c'est au cas par cas et ils sont très différents l'un de l'autre. Ils sont très, très, très différents. Vous pouvez avoir des jumeaux autistes et vraiment, c'est différent. Et dans leur évaluation et dans la prise en charge. Donc, chaque cerveau fonctionne différemment de l'autre. L'imagerie cérébrale, elle a permis justement de voir ce qui ne va pas dans un cerveau justement d'un autiste. Justement, on va essayer d'expliquer l'apport de l'IRM fonctionnel et l'apport du PET scan. Donc l'IRM fonctionnel, ça va permettre de voir l'activation cérébrale au moment de faire passer une épreuve au malade. Donc on va voir qu'il y a un problème les études ont montré qu'il y a un problème de connexion. Il y a un problème d'activation des zones, donc les différentes zones, et tout dépend de la zone stimulée. Si on est en train de voir ou d'essayer de tester les fonctions exécutives, donc on aura une imagerie qui est claire, centrée sur les lobes frontaux. Si on essaye de voir le langage, on aura une imagerie claire sur les lobes temporaux. Donc ça va nous permettre de comprendre effectivement, est-ce que le problème il est quand même assez important selon parce que c'est des spécialistes, donc ils vont quand même essayer de nous donner des chiffres. Ils vont essayer quand même de nous donner l'activation, elle est à combien, les uns qui sont pas aussi actifs. Tout ça va nous permettre d'établir un protocole thérapeutique. Bon, c'est vrai que ces 2 techniques, malheureusement, elles ne sont pas encore présentes chez nous. Mais chose qu'on espère, parce que ça va vraiment faire une
une révolution pour nous. Ça va être des diagnostics beaucoup plus sûrs. Généralement avant 5 ans, pour pouvoir à cet enfant d'acquérir une certaine autonomie. On parle de cette notion de plasticité cérébrale. Justement. Parce qu'on peut changer. C'est ça. Expliquez-nous. Oui, c'est ça l'objectif du diagnostic précoce. On sait que à l'âge de 18 mois, les premiers signes commencent à apparaître. Même s'il y a certains cas rares qui commencent à faire les premiers signes à l'âge de 6 ans, 7 ans, mais la majorité des enfants TSA font les premiers signes à l'âge de 18 mois. Pourquoi on insiste sur la prise en charge? Déjà, le diagnostic, il est pluridisciplinaire. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Toute spécialité a un rôle très important à l'intérieur. Donc, le pédopsychiatre... Aujourd'hui, le diagnostic, voilà, il est fait par qui, déjà, pour rappeler? Le diagnostic, il est fait par un pédopsychiatre, avec un orthophoniste, un psychologue clinicien et un neuropsychologue. Oui. Donc, idéalement, on va dire. Oui, idéalement, parce que ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Oui. Parce que, je vais vous expliquer. Définir ou diagnostiquer un autisme selon les critères diagnostiques du DSM-5, ça c'est légitime. C'est l'outil du pédopsychiatre, oui. Mais nous, on cherche à aider cet enfant, justement. On cherche la prise en charge. Donc si l'orthophoniste, il ne va pas identifier la nature du fonctionnement cognitif, s'il ne va pas identifier la nature du trouble du langage, comment il pourra assurer une prise en charge? Si le clinicien ne peut pas vraiment analyser et interpréter le comportement de l'enfant, comment on peut agir? Le neuropsychologue, cet enfant autiste, oui, mais il n'a pas un retard mental. Il y a certains cas, oui, on sait que l'autisme il est associé à un retard mental. Certains cas, quand il y a d'autres troubles, là, généralement, c'est ça, quand c'est associé à d'autres troubles. Dans quelques cas, l'autisme il est associé à une épilepsie, mais dans la majorité des cas, on trouve l'autisme. Donc là, l'objectif, c'est de faire une bonne évaluation centrée sur toutes les capacités langagières, psychologiques et cognitives pour pouvoir établir un bon protocole thérapeutique afin de préparer cet enfant justement à l'affronter à la société, à le préparer pour une scolarité, parce que c'est des enfants qui ont quand même la capacité d'assurer... Beaucoup d'entre eux arrivent à suivre justement dans des classes normales. Oui, on a vu tellement de résultats positifs. Donc là... il faut commencer et surtout de consulter précocement. Moi, je dis toujours, je dois prendre en considération l'inquiétude d'une maman qui vient. Donc, si elle est là et elle dit qu'il y a quelque chose qui cloche chez mon fils, ça veut dire réellement il faut l'écouter. On parle pas de TSA, on parle de tous les troubles qu'on peut trouver chez l'enfant. La prise en charge des enfants autistes. Parce que souvent, les parents se plaignent justement d'être malmenés par des spécialistes ou des pseudo-spécialistes qui parfois leur disent qu'il n'y a rien à faire à leurs enfants ou voilà, qui leur disent de faire le deuil, par exemple, parfois. Oui. Justement, c'est un combat. Oui. C'est un combat pour nous, les thérapeutes, pour changer. C'est notre réputation quand même. Nous, on est là pour notre spécialité. On est là pour donner un plus. Et on est là pour essayer d'améliorer la qualité de la prise en charge de toute pathologie. Donc, et surtout dans l'autisme... L'autisme, peut-être parce qu'il est encore très mal compris. Il est très mal compris dans l'autisme parce qu'on a les deux versants en même temps. On doit agir sur le comportement de l'enfant autistique qui présente un déficit dans la théorie de l'esprit. Donc, il n'a pas cette capacité de comprendre et d'analyser les mimiques, de comprendre et d'analyser la situation, d'identifier les sentiments, et on a le deuxième versant qui est comme cognitive. Donc c'est cette perturbation des fonctions cognitives, et si on n'arrive pas à les identifier, si on n'arrive pas à le localiser et à établir un profil neuropsychologique, c'est systématique que la prise en charge, elle va échouer. C'est pas parce que c'est un autiste et la cause, elle n'est pas connue et on peut rien faire. C'est un problème de diagnostic. C'est pour ça qu'un diagnostic d'autisme ne se fait jamais en 2 heures.
ne se fait jamais en 2 ou 3 entretiens. Le diagnostic d'autisme, il va prendre quand même des séances, il va prendre beaucoup de temps parce que l'objectif, c'est pas dire aux parents que c'est un enfant TSA et on s'arrête là. On doit dire que c'est un enfant TSA. Voici ses points faibles, voici les points forts et voilà comment on va essayer de travailler parce que notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.